Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Et je voudrais revenir justement sur ce que vous venez de dire, puisque souvent, quand on parle de la littérature numérique, on entend souvent les notions de métamorphose, de transformation ou de révolution qui sont invoquées pour parler des pratiques numériques. Ces termes-là me paraissent souvent un peu dangereux parce qu'ils nous amènent, ils nous conduisent vers deux directions où on s'égare assez facilement. Première direction, c'est la position apocalyptique, donc on entend parler de la fin du livre, de la fin de l'auteur, ou au contraire la position archi-positiviste avec invention de nouveaux genres, découverte de territoires esthétiques inédits. Bien souvent, toutes ces inventions et ces découvertes tournent un peu court puisqu'on se rend compte qu'on est en train de réinventer la roue. C'est pourquoi le titre choisi par cette séance, Physiologie de la narration contemporaine, m'a beaucoup plu et beaucoup inspiré, puisqu'il me semble vraiment tout indiqué pour qualifier l'un des enjeux les plus importants selon moi de la littérature à l'ère du numérique, c'est-à-dire son déplacement dans un nouvel écosystème, celui du web, et sa relation organique, pour pousser la métaphore, avec une série de narrations qui n'ont finalement absolument rien de littéraire. En effet, s'il est un élément qui caractérise la littérature à l'ère du numérique, c'est bien son investissement massif d'un espace hybride. Le principe de l'hypertexte, qu'on connaît déjà depuis maintenant assez longtemps, établit par définition des liens entre différents textes, mais aussi différentes plateformes, et illustre bien ce passage devenu quasi automatique entre des textes de nature très différente. Un peu plus récemment, le web des plateformes ou des réseaux sociaux, donc ce qu'on appelle le web 2.0, est venu confirmer ou même systématiser la tendance. Aujourd'hui, quand je vais consulter un texte littéraire en ligne, ce texte va être entouré d'une série d'autres textes non littéraires. Sur Twitter, je peux aller lire les derniers poèmes de Patrice Desbiens, je peux aussi aller lire les dernières nouvelles sur le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie, je peux aller lire des choses sur la campagne de Donald Trump, et je peux aller lire les actualités avec les journalistes qui utilisent ce réseau comme un nouveau moyen de diffuser l'information. Donc j'ai toute une catégorie de textes très hétérogènes, du littéraire et du non littéraire. Le web est donc devenu un espace que se partagent des types de narration radicalement différentes. Alors cette physiologie nouvelle offre l'occasion de réinvestir une réflexion très ancienne qui date en fait des fondements même de la littérature et qui touche au statut ontologique de la littérature elle-même et en particulier de la distinction entre le réel et l'imaginaire. C'est aussi finalement la question ancienne de la mimésis, pour faire plus simple. Alors le titre de ma communication, Anamorphose de la fiction contemporaine, l'écriture littéraire des données numériques, est assez long et comporte deux propositions pour tenter de comprendre un petit peu cette hybridation. Tout d'abord, la notion d'écriture littéraire des données, c'est une sorte de paradoxe. Dans les faits, il n'y a rien de plus éloigné de la littérature que nos données numériques, c'est-à-dire un ensemble d'informations traitées par des algorithmes notamment, et qui relèvent d'abord du calcul, de la calculabilité. Pourtant, et ce sera le premier temps de ma présentation, l'écriture littéraire s'empare de la problématique de nos données numériques pour développer une série de vertus heuristiques et surtout politiques en essayant d'agir directement sur le web. Donc, autre terme important, la notion d'anamorphose que j'ai beaucoup travaillé dans ma thèse et que je travaille encore aujourd'hui avec la notion d'éditorialisation, qui offre selon moi une structure de pensée très efficace et très révélatrice pour penser la poétique littéraire qui est en jeu dans l'écriture des données, et notamment cette poétique pour réfléchir le rapport entre imaginaire et réel. Alors, tout d'abord, qu'est-ce donc que l'écriture littéraire des données? On peut partir d'un constat. Sur le web, tout est écriture. Nos interfaces sont d'abord composées de code informatique, même nos images, en vérité, sont d'abord de l'écriture, c'est d'abord du code. De même, toute action qui va être menée par un internaute sur le web, c'est aussi de l'écriture. Alors je ne parle même pas ici du programmeur, mais bien de l'usager du web. Sur le web, nous ne faisons qu'écrire. Il y a une écriture dont nous sommes tous relativement conscients, que nous maîtrisons complètement ou presque, à part certains qui tweetent de façon un peu compulsive, mais c'est donc écrire un courriel, éditer notre profil sur les réseaux sociaux, remplir un formulaire en ligne, écrire un livre, un billet d'avion. Ça, c'est de l'écriture que je produis et dont je suis tout à fait conscient. Mais il y a aussi une écriture un peu plus souterraine, dont on a une connaissance que très superficielle, dont on connaît mal le fonctionnement,
et que nous maîtrisons, alors là, encore moins, sinon pas du tout. Je parle de l'écriture ici des données. Pour chaque action, en effet, que nous opérons sur le web, y compris les plus minimales, le fait de se connecter, le fait de cliquer, le fait de liker un contenu, par exemple, pour reprendre aussi les réseaux sociaux, à chacune de ces actions, nous générons des données qui sont collectées pour former le fameux Big Data et qui sont exploitées à différentes fins, dont l'intérêt et la bienveillance peuvent nous laisser dubitatifs quand on pense à l'intérêt général. Alors que ce soit la géolocalisation intempestive, la surveillance abusive, les algorithmes prédictifs, la publicité ciblée, je pense que tous ici, nous avons au moins fait une fois l'expérience de voir surgir Big Brother derrière Big Data. Je pense que tout le monde l'a fait celle-là. Alors concrètement, l'écriture des données va soulever 3 types de problèmes. Il y en a sans doute d'autres, mais je me concentre sur 3 qui me semblent particulièrement importants. Tout d'abord, la question de l'autonomie ou de l'hétéronomie, c'est-à-dire dans quelle mesure l'architecture du web va agir sur l'architecture du savoir et sur notre pensée, dont elle est pourtant supposée être inspirée. Je parle ici par exemple du PageRank, qui est l'algorithme de Google, qui est bâti sur l'indice de citation. Donc, comme notre système des publications savantes, on connaît très bien ce système, et du coup, comme nous sommes nous-mêmes universitaires, nous sommes les premiers à être bien placés pour savoir que il pose des problèmes, ce principe de l'indice de citation qui n'est pas parfait. Donc, souvent, l'indice de citation est biaisé, et il ne préjuge nullement de la qualité des contenus, ou en tout cas, cette qualité, elle est bien discutable. Et c'est ainsi que, puisque PageRank fonctionne sur ce système, les algorithmes qui sont supposés organiser le web à partir de l'étude de nos comportements, à partir de données qualitatives, finissent en retour par conditionner nos propres comportements. C'est quand on va sur Google, on a tendance à cliquer sur les premiers résultats et du coup on est en train de faire en sorte de continuer un système qui pourtant pourrait être mis en cause. Deuxième problème, la question de la prédictibilité ou de la calculabilité. Sommes-nous tous si facilement calculables que ça? Les dernières générations d'algorithmes, alors ici je pense surtout aux prédictifs, Netflix, Amazon. Dominique Cardon a écrit un texte absolument brillant pour expliquer comment fonctionnent tous ces algorithmes. Donc ces algorithmes prédictifs ont fait le pari de notre caractère absolument modélisable. C'est-à-dire que la machine nous prend pour une autre machine, fonctionnant de façon absolument claire et ordonnée et toujours de la même façon. Donc nous serions de fait tous calculables et prédictibles, à la manière des robots qui nous étudient sur le web, ce qui ne manque pas de susciter de nombreuses inquiétudes. Je renvoie ici aux différents textes de Bernard Stiegler, et récemment, je pense que c'était dans les Inrock qu'il y avait ce titre qui, je pense, est assez important. Être entièrement calculable par les algorithmes ne nous réduit à rien. Voilà. Enfin, dernier problème, la question de la surveillance et du profilage, évidemment. La machine ne serait-elle là que pour mieux me contrôler et pour mieux m'espionner? Face en effet à cette nouvelle génération d'algorithmes prédictifs, la question de la liberté du sujet se pose avec une acuité nouvelle. Donc, à l'ère du web des données, notre identité est désormais en concurrence avec une entité purement numérique que Louise Merzot explique notamment en ces termes. La personne qui sert de filtre à l'information n'est pas celle de nos CV, de nos appartenances et de nos papiers d'identité, même si de plus en plus elle en tient lieu. C'est une entité purement numérique qui se résume à la collection des traces laissées par nos connexions, requêtes, téléchargements, géolocalisation, achats, mais aussi contenu des produits, copiés, repris, etc. Nous n'avons qu'une connaissance approximative de cette identité disséminée sur les réseaux. Opérateurs, marchands, moteurs de recherche et services de renseignement en savent plus sur nos comportements numériques que nous-mêmes, car ils ont la capacité de les archiver, de les recouper et de les modéliser. Alors, cette problématique qui est, je crois, ici vraiment fondamentale entre une concurrence identitaire entre une entité purement numérique produite par l'algorithme à des fins principalement commerciales, soyons honnêtes, et encore dans le meilleur des cas, parce que souvent ça touche à la question du contrôle, et le sujet numérique, c'est-à-dire nous, les usagers, est une problématique absolument essentielle. Louise Merzot, et je crois que c'est très important, que nous pouvons prendre ça comme un véritable cheval de bataille, ne baisse pas les bras et nous enjoint à reprendre possession de nos propres données. Je la cite,
La première protection contre l'expropriation identitaire consiste donc à reprendre la main sur la gestion de nos traces en déposant un nom de domaine, en administrant un site, en agrégeant ses favoris. D'une façon générale, face à l'impossibilité de se soustraire au système de surveillance, c'est la mise en œuvre d'une surveillance où l'acteur enregistre lui-même les indices de sa présence qui peut l'aider à préserver l'intégrité de son identité. Alors, cette injonction à la lutte contre l'expropriation identitaire est prise au pied de la lettre par les écrivains, et je vais ici ajouter une nouvelle façon de lutter contre l'expropriation, celle de l'écriture littéraire. Des écrivains qui, tout en investissant l'espace numérique devenu pour eux un formidable terrain de jeu et d'expérimentation, posent évidemment un regard critique sur cet espace qui est si difficile à maîtriser quand il ne semble pas tout simplement vouloir nous contrôler. Alors la stratégie de ces écrivains est assez originale, puisque tandis que la plupart des commentateurs ont critiqué un peu de loin le monde des données numériques en prétendant essayer de rester en retrait des dangers du web, c'est-à-dire pas vu pas pris, je n'ai pas de compte Facebook et je ne commande jamais des livres sur Amazon, ces écrivains, eux, choisissent au contraire de sauter à pieds joints dans le piège, c'est-à-dire se jeter dans la mêlée pour mieux justement tenter de faire imploser le modèle de l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appellera l'écriture littéraire des données. Le principe est assez simple, il s'agit de créer via la fiction de fausses données numériques venant s'ajouter à la masse des données dites réelles. Autrement dit, lutter par la fiction contre l'expropriation identitaire qui, selon Louise Merzaux, nous menace. Écrire, publier, relayer par la fiction qui devient un véritable cheval de Troie pour tromper la machine et fausser le calcul. Reprendre le contrôle de nos données en écrivant par-dessus nos données, de manière à ajouter une strate fictionnelle mais aussi poétique à l'équation, somme toute assez froide, de l'algorithme. Et c'est ici, j'imagine que vous l'avez compris, qu'intervient la fameuse notion d'anamorphose. Alors, l'anamorphose, parce qu'elle pense la cohabitation, davantage même que la superposition, offre un modèle intellectuel assez efficace pour penser la place de l'écriture des données au sein de l'architecture du web. Qu'est-ce qu'une anamorphose en premier lieu? Alors, c'est un procédé pictural bien connu qui désigne littéralement une forme qui revient, c'est-à-dire une déformation réversible, souvent par la médiation d'un miroir ou encore par le changement de point de vue du spectateur. Et ça, c'est assez important. Le principe anamorphique, il est très ancien, on le connaît depuis l'Antiquité, où on savait en architecture que l'harmonie des formes dépendait justement d'une déformation des lignes qui allait être établie par l'œil humain. C'est cette aberration nécessaire à l'harmonie des formes qui est absolument essentielle à la notion d'anamorphose, puisqu'elle suppose déjà une relation assez complexe entre un bien voir et un mal voir. Ces perspectives courbes ou dépravées, je reprends ici l'expression de Baltrusaitis, n'ont donné naissance au terme même anamorphose qu'à partir du XVIIe siècle. À la Renaissance, en effet, l'anamorphose va transgresser les règles de la perspective classique pour cacher des images à l'intérieur d'autres images. C'est ici, bien sûr, les ambassadeurs d'Holbein, je pense que tout le monde connaît ce tableau qui est quand même assez connu. En cachant ici un crâne anamorphique dans son tableau Les Ambassadeurs, Holbein menait une sorte de double transgression. Tout d'abord, il encourageait le spectateur à rompre avec une conception figée de la représentation et avec un certain système hiérarchique mis en place avec la perspective classique. Je fais bien sûr ici référence aux travaux de Panofsky sur la question. Et il encourageait, deuxièmement, le spectateur à briser l'illusionnisme perspectif pour se réapproprier l'espace. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'avec l'anamorphose, vous êtes amené à bouger. C'est-à-dire qu'on n'est plus statique face au tableau, on doit se mettre sur le côté pour comprendre l'ensemble du tableau. Et ce rapport à l'espace est absolument essentiel pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec le fait numérique. Pour comprendre le sens du tableau, on devait le regarder dans l'autre sens. C'est-à-dire en opérant une sorte de transmédiation qui faisait pleinement interagir l'espace de la représentation et l'espace dit réel. Ces deux espaces devenaient de fait complètement interdépendants et cohabitaient. Et avec le numérique, c'est un peu la même chose. La frontière que nous avons voulu établir dans les années 90, surtout entre l'espace virtuel et l'espace dit réel, aujourd'hui n'a absolument plus lieu d'être. Nous sommes dans un espace numérique qui est notre espace réel. Nous produisons des actions sur le web, interprétées par des algorithmes qui structurent le web et qui ensuite influent et redéterminent nos propres actions. C'est notamment ce qu'on essaye d'étudier avec la notion d'éditorialisation. Alors au XXe siècle,
l'anamorphose poursuit son petit bonhomme de chemin et sous l'influence des surréalistes, elle s'inscrit dans une poétique de l'informe et du désordre. Les surréalistes, ils prennent l'anamorphose, mais seulement pour en privilégier la forme déformée. C'est une déformation sans retour, une anamorphose, pour le coup, qui ne revient plus, une anamorphose sans retour. L'anamorphose moderne se conçoit comme une opération de distorsion d'un objet, d'un texte aussi chez les surréalistes, d'une image par d'autres objets, d'autres textes, d'autres images, mais cette distorsion se donne à lire comme première et se veut pleinement signifiante. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la déformation d'un réel qui serait originaire, l'anamorphose elle est originaire elle-même. C'est-à-dire que cette nouvelle forme d'anamorphose moderne, anamorphose sans retour, est essentielle là encore pour comprendre ce qui est à l'œuvre avec l'écriture littéraire des données. C'est-à-dire qu'en écrivant par-dessus nos données des fictions, nous ajoutons notre propre pierre à la construction du réel. C'est-à-dire ce qui était de l'ordre de l'imaginaire devient pour le coup absolument réel et agit sur le réel. Donc l'idée d'anamorphose est fondée sur une conception multiple du réel et agit sur une critique finalement du paradigme représentatif qui est devenu d'autant plus inopérant à l'ère numérique, où la pensée dualiste entre le réel et l'imaginaire est en fait plus fonctionnelle. Je pense ici encore aux travaux très récents de Lionel Ruffel sur la question du brouhaha. Je pense que ça s'inscrit vraiment dans cet ordre de pensée. L'anamorphose propose finalement une alternative au paradigme représentatif et permet de s'extraire de la logique oppositionnelle qui caractérisait la réflexion sur le statut ontologique de la littérature pour lui substituer une logique cumulative et multiple. Donc, j'en viens à mon exemple littéraire pour essayer de mieux comprendre un petit peu ce dont je parle. J'ai choisi de parler aujourd'hui de Trac-Trace, qui a été réalisé par Cécile Portier et qui est assez intéressant puisqu'elle nous permet de partir des êtres de papier pour arriver aux fameux êtres de données, c'est-à-dire créer des personnages à partir des données numériques en créant finalement des faux profils qui vont venir agir sur la structure du web. Alors Cécile Portier a réalisé plusieurs fictions médiatiques qui s'intéressent justement à la question des données. On pourra citer aussi le fameux étang donné, dont je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui, mais que je vous encourage évidemment à aller consulter. Cécile Portier cherche à réfléchir et à résister surtout à cette collecte de données dont la plupart des usagers du web n'ont souvent pas connaissance ou pas conscience. Le projet Trac-Trace que je vais présenter ici a été réalisé avec des lycéens d'Aubervilliers dans le cadre d'une résidence d'artistes et il s'intéresse tout particulièrement à la question de la géolocalisation et du profilage. Cécile Portier a façonné avec les élèves toute une série de profils fictifs qu'ils ont ensemble mis en scène dans une fiction policière, le genre choisi ici correspondant tout à fait aux problématiques en jeu, la surveillance, le profilage et la question des traces et de l'empreinte finalement. Ces profils fictifs sont donc devenus des êtres de données, dignes héritiers de nos êtres de papier, nés d'un détournement des outils cartographiques de Google, notamment Google Maps et Google Street View. Alors, je vous explique un petit peu le principe consigne d'écriture. Écrire sur un papier libre 2 séries de nombres avec seulement en haut à gauche nom et prénom de l'élève, sans plus d'explication. Les 2 séries de noms devaient être ainsi construites. Série A, un nombre de 53 à 55. 2, un nombre de 30 à 60. 3, un nombre de 0 à 100. Série B, un nombre de 21 à 23. Un nombre de 47 à 60. Un nombre de 0 à 100. La consigne était un brin absurde et livrait forcément au hasard. Ces encadrements de nombres déterminaient en fait un périmètre, un rectangle entre 2 longitudes, 2 latitudes, le territoire futur de la fiction à construire. Au nord, limite 48 degrés 50 par 30 nord, alors là je ne sais même pas comment on prononce ces choses-là. Au sud, 48 degrés 50 30 0. À l'est, limite 2 21 47 0. À l'ouest, limite 2 23 47 0. Une aire qui approximativement couvre Aubervilliers, une partie de Pantin, La Courneuve, Saint-Denis et l'extrême nord du 19e arrondissement de Paris. Sans le savoir, chacun avait ainsi déterminé le lieu d'habitation d'un personnage fictif à construire. Ces coordonnées ont ensuite été converties en autant d'adresses. Ce fut la première existence des personnages à créer, un point, un lieu. Ce personnage juste créé, connu par ses coordonnées GPS, son emplacement sur Google Earth, son adresse postale, l'idée a été d'aller numériquement au plus près de lui,
se déplacer dans Google Street View pour voir son immeuble, décider quelle était sa fenêtre. Première étape donc, ces chiffres complètement choisis au hasard, de quoi montrer que toute donnée repose finalement sur un choix bien arbitraire. Tout et n'importe quoi peut être une donnée. Seconde étape, transférer nos données construites au hasard, comme au jeu de bingo, sur le logiciel cartographique Google Maps, qui deviendra une contrainte créative à l'origine des personnages de fiction. Le procédé d'écriture collective est volontairement oulipien, et sa vertu heuristique est sans pareil. C'est-à-dire qu'il s'agit d'apprendre à jouer et à déjouer ces logiciels d'information en les transformant en embrayeurs de fiction. Chaque personnage est ensuite matérialisé sous la forme d'un profil, à l'élève de lui inventer une identité, un caractère et de dessiner son visage. Alors ici j'ai pris l'exemple de Daniel Alves Rodriguez. Son visage est bombé, les cheveux rasés très courts, il a une face ronde de dimension moyenne, le nez est légèrement épaté, les oreilles petites et arrondies, il a de gros yeux globuleux, sourcils et en accent circonflexe, peu fournis et très fins. Lèvres à bordure petite avec une lèvre inférieure plus grosse. Sa mâchoire est large, sa peau grasse, il a un peu de barbe. Donc le profil ici agit comme une forme d'expression littéraire pour mieux opposer une référence au profilage introduit par le Big Data. Des événements, des anecdotes sont aussi inventés pour mettre en scène ces personnages profils et écrire par-dessus les sismographes sociaux qui nous écrivent en suivant 3 stratégies distinctes. Donc la première, c'est recontextualiser les statistiques et les données. Souvent, dans la fiction Cécile Portier, vous avez tout ce type de statistiques donc bien dessinées, avec des courbes, des camemberts, tout ce que vous voulez. Et l'idée, c'est de remettre des histoires là-dedans. C'est-à-dire, au lieu de faire de nous seulement des aides de données, essayer de réintroduire finalement l'humain et l'histoire, la petite histoire, finalement l'infraordinaire. Donc recontextualiser les statistiques et les données. On a le nombre de vols par habitant, les statistiques sur les insécurités contemporaines et la peur du crime. Enfin, vous voyez, en plus, c'est pas du tout neutre, hein, toutes ces statistiques. Simulation des vitesses constatées en cas de freinage brutal et de choc sur un véhicule roulant initialement à 90 km/h, des choses bien précises, pour finalement essayer de leur redonner du sens. Je cite ici un exemple. Lors d'un match de foot au parc de la Courneuve, je jouais au foot avec des amis et mes enfants. On était tellement passionnés par le match que nous avons oublié de faire attention à nos portables et lecteurs MP3. Mais un inconnu nous a volé nos sacs et s'est enfui en scooter. On n'a pas pu l'arrêter. Je me sentais coupable car j'aurais dû surveiller les affaires, mais j'étais beaucoup trop concentrée sur le match et le jeu. Et aussi, c'était mon idée de faire ce match. Donc à chaque fois, vous voyez, les éléments, certains éléments sont cliquables et on établit comme ça un véritable réseau, une véritable carte à partir des données. Donc c'est un hypertexte, hein, évidemment. Seconde stratégie, finalement faire de la prévention, c'est-à-dire révéler comment nous sommes nous-mêmes mis en données. Alors ici, c'est un exemple, là encore, que nous connaissons tous, quand nous arrivons à l'aéroport et qu'à chaque fois que nous devons, avant l'enregistrement, donner plein d'informations, finalement, tout un tas d'informations qui nous réduisent là encore en être de données. Je cite l'exemple un peu rapidement. Maria Le Maire arrive à l'aéroport avec son mari en taxi. Avant de descendre du taxi, son mari lui demande de vérifier si elle a bien son passeport et son billet d'avion pour la 3e fois pendant le trajet. Maria ne le supporte plus. Elle a hâte de s'envoler loin de lui. Ils arrivent donc à l'aéroport de Roissy. Maria vérifie sur l'écran l'horaire et la destination, puis le guichet d'enregistrement. Au moment de faire la queue pour enregistrer ses bagages, son mari commence à s'énerver. Maria ne le supporte plus du tout. À partir du moment où elle a enregistré ses bagages, elle a laissé différentes traces auprès de la compagnie et de l'aéroport de Roissy. Ses coordonnées inscrites sur son passeport. Donc voilà, la fiction continue. Et troisième stratégie, c'est la mise en lumière de ce fameux réseau qui nous transforme finalement en une communauté qui s'ignore. Comme pour montrer qu'avant d'être des données, nous sommes d'abord une communauté. Alors ici, je vous montre un petit peu la navigation, comment ça peut se dérouler sur TrackTrace. C'est-à-dire, avant d'être des catégories statistiques, avant d'être les fameuses parts de camembert dans un graphique, nous sommes avant tout des êtres de chair. Pour cela, TrackTrace est organisé selon un dispositif hypertextuel qui s'apparente à un véritable dédale. À chaque navigation, vous avez une façon différente d'actualiser l'histoire. L'hypertexte multiplie à l'infini les lectures et joue justement de cet effet de non-linéarité. Donc une fois construit et mis en récit,
ces profils personnages et leur fiction s'ajoutent ainsi à l'ensemble des données et des autres traces numériques qui sont désormais interprétées et calculées par les algorithmes du web. C'est ainsi que l'on vient tout juste de créer des leurres numériques. À propos de son travail dans TrackTrace, Cécile Portier dit ainsi, je la cite, « Chaque jour, nous sommes, nous, êtres de chair, mis en données. Chaque jour, nous produisons en nous déplaçant, en communiquant entre nous, un nombre incalculable de traces qui sont stockées, analysées, réutilisées. Il serait angoissant, désespérant si nous n'avions pas toujours, nous aussi, la possibilité d'écrire notre vie, de reprendre la main sur les catégories, d'en jouer. Cette fiction a ce but. Jouer avec les données au petit jeu de l'arroseur arrosé. Écrire les données qui nous écrivent. Refaire pour de faux leur grand travail sérieux d'analyse et d'objectivation. Et ainsi apprendre à lire cette nouvelle écriture dominante qu'est l'écriture par les données, car toute écriture est un pouvoir qu'il faut savoir comprendre, qu'il faut vouloir prendre. La dimension politique de l'entreprise d'écriture collective est ici absolument évidente. Comme le souligne Cécile Portier, il s'agit de jouer au jeu de l'arroseur arrosé, de reprendre la main sur l'écriture de nos traces, que se sont peu à peu appropriés les systèmes statistiques du web, les grandes entreprises aussi du web, pour ne pas nommer Google, dans le but de nous convertir en êtres de données calculables et prédictibles. Ce faisant, l'écriture, même fictionnelle ou surtout fictionnelle, vient ajouter des traces à nos traces et participe pleinement à l'organisation architecturale de l'espace numérique. Donc, face à cette vitrine, c'est-à-dire celle des statistiques issues de l'interprétation des données, à la transparence douteuse, il est possible de répondre par l'ajout d'une opacité au réel ainsi décrit, l'opacité de la fiction. Tenter que la fiction soit cela et seulement cela, quelque chose d'apposé sur le monde comme un calque, se décollant légèrement à certains endroits, prête à s'envoler et à emporter avec elle certains intangibles de notre quotidien. Un décalcomanie, quand on l'enlève, il y a généralement quelque chose du support sur lequel on l'avait collé qui vient avec. Quelque chose du dessous qui bouge et s'arrache, une subversion. Donc évidemment, cette coexistence ici entre différentes narrations, dont certaines procèdent de la fiction, c'est-à-dire de ce qui attrait traditionnellement à l'imaginaire, et d'autres de données dites réelles, obéit à la logique anamorphique que j'essaye de dessiner depuis tout à l'heure. Et tout comme l'anamorphose d'Holbein cherchait à briser l'illusionnisme perspectif pour encourager le spectateur à se déplacer, à voir le tableau autrement, et les anamorphoses ici de Cécile Portier ont elles aussi une valeur heuristique. À ce petit jeu de l'arroseur arrosé, Cécile Portier réalise du coup un projet dont la vocation est de lutter contre ce qu'elle qualifie de notre analphabétisme algorithmique. Évoquant un projet assez similaire, donc le projet étant donné, qui est lui aussi basé sur le même usage et détournement de nos données numériques, Cécile Portier indique, je la cite, que si nous sommes les premiers producteurs des traces numériques qui nous concernent, nous en sommes très peu auteurs. Les données produites à notre insu sont quantitativement plus importantes que celles que nous pensons maîtriser dans un discours, une rhétorique consciente et personnelle. De plus, nous sommes des auteurs quasiment analphabètes. Nous avons peu accès, nous ne savons que très peu lire les données qui nous définissent. Et pourtant, d'autres savent lire et exploiter ces données. Donc l'écriture littéraire des données dont j'ai voulu vous parler aujourd'hui, c'est le début d'un travail qui va devenir un peu plus grand, j'espère, avec ces vrais faux profils personnages, devient alors un véritable cheval de Troie destiné à lutter contre ce que Louise Meursault qualifie d'expropriation identitaire. À notre analphabétisme algorithmique, la fiction oppose un véritable savoir-faire d'écrivain et la littérature devient finalement une arme contre les statistiques numériques. Je vous remercie. Merci.